Alors la société ne demande pas d'innovation, elle exige du progrès. Aujourd'hui, mais elle exige, parce qu'elle est devenue extrêmement agressive. Elle n'accepte pas 40 ans sans progrès du pouvoir d'achat, les temps de transport, tout ça commence à bien faire, quoi. Et donc on a une situation tendue, conflictuelle, alors qu'on devrait déboucher sur une nouvelle belle époque, une nouvelle renaissance. Tout le monde dit, mais on est à 2 doigts, on n'est pas loin, puisqu'on a accumulé de la connaissance. Pourquoi ça n'accroche pas? Alors déjà, on a une perte de confiance généralisée. Alors les Français, plus que les autres, n'ont confiance en personne. Ici, Sciences Po analyse sur 10 ans, je ne vais pas vous le mettre sur 10 ans, la confiance. Dans les hôpitaux, ça va. PME, alors je dis au-dessus des hôpitaux, il y a les coopératives, pour vous donner une idée. L'armée, la police, l'école, les assos, tout ça, la Sécu, ça va encore. Les grandes entreprises publiques, ça tombe. L'Église, voilà, puis ça ne s'améliore pas en ce moment. La justice, les grandes entreprises privées, les syndicats, les banques, c'est très bien, les médias et les partis politiques à la fin. Donc, situation extrêmement tendue, parce que la philosophie de base, les grands éléments clés, c'est ce qui nous unit, nom de Dieu. C'est ce qui peut permettre de ne pas se taper dessus. Or là, il y a un problème de reconnaissance. Et ça cartonne. Et les GAFA sont en ligne de mire. Les GAFA, ils ont mangé leur pain blanc, je peux vous dire. Ils ont perdu 400 milliards de valorisation cette année, mais ici, je cite Soros. Soros, c'est un milliardaire philanthrope, il arrose tout le monde au niveau de la philanthropie. Voilà ce qu'il a dit à Davos, il y a quelques semaines. Les jours de ceux qui pensent pouvoir tout régler par la technologie, l'argent et le lobbying sont comptés à cause de leur inculture, de leur incompétence pour ce qui est social et humain et de leur non-respect des lois. Je cite Soros. Ils sont fascinés par leur propre pouvoir et s'effondreront d'eux-mêmes en étant progressivement rejetés par la société. Les régimes démocratiques doivent avoir le courage de les réglementer sans aucun compromis sur les valeurs. Bon. Et alors pourquoi? Non-respect des libertés individuelles, abus de position dominante, action antidémocratique, inégalité dans les devoirs sociaux, l'impôt, l'éducation, la relance, etc. Et si vous regardez le discours qu'a prononcé Bezos il y a 15 jours à ces cadres, il leur a fait un discours extrêmement inattendu, puisqu'il n'a parlé que de la disparition d'Amazon, à la surprise générale. Regardez son texte, vous le trouverez sur le web. Il vous dit on vivra encore 15 ans environ, 30 ans, c'est bien pour une entreprise. On va essayer de retarder l'élément, puis il ne faudra pas perdre d'argent. Il a envie de récupérer l'argent pour le mettre ailleurs. Il dit pourquoi? Parce que la société va se refermer sur nous. Sachez que le Parti démocrate, le Parti républicain, la Banque fédérale, l'agence contre l'abus antitrust, plus l'État de Californie, l'État de New York, l'État du Massachusetts, veulent le démantèlement d'Amazon. Et donc, vous ne pouvez pas jeter contre la majorité de tous les partis. Parce que chez eux, ça a beaucoup joué, les centres-villes, etc. Donc, il y aura démantèlement. Il le sait maintenant, donc il l'a annoncé en disant on aura fait notre temps, enfin, c'est quand même assez inattendu. Il est assez d'accord avec Soros. Dans 2 ans, si ça continue comme aujourd'hui, Amazon fera 1/4 de tout ce qui est vendu sur Internet. Il fait déjà 250 millions de produits et services sur Internet. Donc il dit l'antitrust ne va pas nous rater, etc. Et on va commencer à rentrer dans un schéma comme ça. Un débat violent aux États-Unis, les gens n'ont pas idée de la violence des débats aux États-Unis aujourd'hui. Des États sont carrément rentrés en rébellion, si vous voulez, la Californie, l'État de New York, le Massachusetts. Et vous avez par exemple le Center for Human Technology qui a été créé avec les ex-fondateurs, dont 3 des 5 fondateurs de Facebook, etc. Voilà, ils disent notre société est en otage de la techno. Ceux qui ont commencé comme une course pour monétiser notre attention érodent désormais les piliers de notre société, la santé mentale, la démocratie et la relation sociale. Ils ont levé des fonds partout, ils ont réussi à imposer une campagne de sensibilisation, The Truth About Tech, dans 55 000 écoles publiques, lutter contre l'addiction aux réseaux sociaux, etc. Vous avez vu la chute, justement. Et donc, c'est en plein de bagarre. Et quand on regarde, si on passe des valeurs morales aux valeurs boursières, dans un raccourci, moi je viens de l'analyse, j'étais analyste dans tout ce qui est évaluation des entreprises, vous avez une entreprise record de l'histoire de l'humanité, 120 milliards de dollars de pertes en une séance, qu'a connu Facebook. Sur quoi? Uniquement sur des non-respects de valeurs philosophiques. Ce n'est pas parce qu'ils gagnaient moins d'argent, non, c'est pas parce que leur logiciel avait marré, non. Problème éthique. Vente de données à des gens qui n'étaient pas clean, qui étaient prises, politique, sociologique, philosophique, de respect des personnes. Ici, et je vous montre ça. Google condamné pour la 3e fois par la Commission européenne sur abus de position dominante, ça c'est un problème d'égalité face au droit, c'est tout. Ça fait quand même déjà 8,55 milliards d'euros, près de 10 milliards de dollars, qui ont été joués sur AdSense for Search, Google Shopping, Android, pour non-respect des règles, ce qui est quand même peut-être significatif. Facebook, bientôt, ça va tomber, on attend de voir, ils sont en train de négocier avec le gouvernement américain, et il va y avoir une amende de plusieurs milliards de dollars, la plus élevée qui ait jamais été mise par le gouvernement américain. Sur quoi?
non-respect et compromission sur les données personnelles, en désaccord avec 3 articles de la Constitution américaine sur l'individu, son autonomie, etc. C'est ne pas reconnaître la personne. Là encore, on est dans la philosophie. Et ça sera au moins 2 milliards de dollars, la plus importante jamais infligée à une entreprise. Et du coup, ça déclenchera possibilité de le faire dans tous les pays du monde. Déjà, la Commission européenne va suivre. Elle a 5 millions d'utilisateurs. Elle pense mettre une amende d'1,65 milliard de dollars. La CNIL a été embougetée, du coup, 50 millions de dollars sur Google. Et ça s'ouvre. Maintenant, l'Irlande, tout le monde veut rentrer dessus. Je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups, mais là, à un moment, on dit... Enfin, la société se rebiffe, si vous voulez. Alors, toutes les entreprises sont inquiètes. Les grands groupes sont très inquiets. Pourquoi? On vous dit, on n'a plus confiance en vous. Vous avez vu, dans l'enquête mondiale, on dit, vous n'êtes pas légitime. Prouvez que vous êtes légitime. Donc, entreprise plus responsable, innovation sociale, sociétale, débat, évolution dans le monde entier depuis 10 ans vers des entreprises dites contributives. Ça veut dire quoi? Contributive, je démontre que je contribue au bien commun et à l'intérêt général et que je ne m'y oppose pas. Et dans quel cas, j'aurai le label Benefits Corporation qui existe depuis 10 ans. Je dois le démontrer, je dois le mettre dans mes statuts et ça doit pouvoir être vérifiable. Bon. Et il y a plusieurs approches. Entreprise à raison d'être, entreprise à vision, entreprise dite à philosophie, entreprise à mission, c'est ce qui est retenu pour la loi Pacte. Ce qui n'était pas ce qu'on aurait souhaité, parce que mission, c'est très religieux. Mission, c'est un peu... vous voyez, c'est pas tout à fait quelque chose qui s'appuie sur la philosophie, ça s'appuie sur une vision autonome de sa mission. Pas tout à fait pareil. C'est l'approche de Trump, d'une certaine façon. Donc, on aurait aimé que ce soit plus indépendant. Un retenu dans la loi Pacte qui met plein d'autres choses. Donc, dans un contexte global de perte de confiance générale, les entreprises veulent prouver leur compatibilité avec les valeurs de la société et les valeurs humanistes. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, la société a le boycott extrêmement facile. Elle le sort, mais comme une carte, comme ça. Moi, je le vois dans des grandes conférences. Il y a une conférence où j'étais sur relancer l'innovation dans le diabète. Vous avez 20 associations qui représentent 45 millions de diabétiques. Tous. Avec des prix Nobel, des gens travaillant pour eux. Et en face, ils ont les gens qui produisent de l'insuline. Alignant, randonnion, chacun fait 2 milliards sur chaque, et vous avez les gens qui disent oui, c'est pas transparent, il y a des additifs qui ne nous plaisent pas. Là, je pense que c'est un cas de boycott qui fait 2 milliards sur l'insuline. Il va dire non, boycott, on peut discuter, ça peut s'améliorer. Donc c'est plus de la rigolade, il ne faut pas croire que c'est une plaisanterie, cette histoire de statut. Alors ce qui me frappe, moi, c'est l'extrême réactivité des DIRCOM. Il n'y a pas plus réactif qu'un DIRCOM. Toutes les entreprises du CAC 40, on a dit qu'il faut améliorer la vie, ce qui balaye le monde, c'est Innovation for a Better Life. Ils ont tous introduit la vie dans leur punchline, comme un seul homme. Groupama, la vie, ça rentre ici, bâtir une vie meilleure avec Bouygues, Renault, la vie avec passion, Siemens, Ingenuity for Life, Bosch, Invent for Life, mieux vivre avec Auchan, tout partout, Panasonic, Natixis, la vie derrière la banque, L'Oréal, la beauté pour la vie, évidemment, Better City, Lego, Vive, Sanofi, Empowering Life, la vie. La vie, c'est l'humain, etc., aussitôt. Alors on peut dire, ouais, ça ressemble un peu au greenwashing d'il y a quelques années, ou c'est moi? C'est du human washing, apparemment, un peu, sur les bords. Il y a des sites, j'ai fait l'exemple, ouvrir le site d'Orange, vous dites, je vais me tromper, je suis chez l'abbé Pierre, c'est pas possible. Non, mais ça dégouline d'humanisme et tout le barda, vous avez toutes les références de la Renaissance. Et donc les entreprises font, ça ne suffit pas de faire semblant, parce qu'en face on a une société qui mesure tout, qui analyse tout, qui contrôle tout, qui vérifie. Et elle n'aime pas les gens qui disent qu'ils sont et qui ne sont pas. En ce moment, ça cartonne, je peux vous dire. Société, elle est plus active, plus réactive, en quête de sens, vigilante. On dit qu'on est passé du cool au woke. On a vécu sur le cool pendant 30 ans. Cool. Les femmes, ça s'améliore quand même. Cool. Il y en a 3 au comité de direction, il n'y en avait qu'une il y a 5 ans. Non, maintenant on dit non. C'est pas ça, c'est maintenant. Parité, tout de suite. Et puis MeToo, etc. Tout le barda. On n'accepte pas le délai. Et ça a été porté par des gens, par des acteurs, par des personnes importantes qui disent non, aujourd'hui on est éveillé, c'est tout de suite, c'est là. Parce que depuis le temps qu'on attend, c'est pas possible autrement. Donc réaction extrêmement rapide de la société. Alors, envolé, qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce qui plaît aujourd'hui? Social, solidaire. Puisque le grand problème aujourd'hui, c'est effectivement liberté, c'est le problème égalité et fraternité. On dit c'est la coopération, être proche des autres, des mouvements, les gens qui fraternisaient sur leur fichu rond-point à Vesoul. Ils disent ah oui, mais on se retrouve, on a les mêmes problèmes. Bon. Et vous voyez l'explosion des structures coopératives, économie sociale et solidaire qui explosent littéralement.
En France, vous voyez l'évolution coopérative, économie sociale et solidaire, 2 400 000 personnes déjà, qui sont aux États-Unis, l'économie du don pur et simple, le don, on ne pouvait pas faire plus simple, 6% du PNB. Rendez compte, on pensait qu'on avait atteint un sommet d'1,5% dans les années 60, après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait céder. Là, c'est remonté, je donne, je mets sur un site, don. On ne peut pas faire mieux, comme au Resto du Cœur, vous donnez. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est dans les grandes vagues d'innovation que je vous ai montrées, notamment la dernière, celle de la Belle Époque, les structures coopératives, économie sociale et solidaire jouent un rôle déterminant. Sinon, effectivement, 10% de la population garde ce qui s'est produit. Le passage de Belle Époque, elle a été possible parce qu'il y a eu la création des coopératives, des mutuelles, des fédérations, des syndicats professionnels, des associations, de loi de 1901. Vous vous en rappelez pas, et moi non plus, j'étais pas là, mais si vous regardez les journaux, quand il y a eu la création de l'association de loi de 1901, le Parti socialiste de l'époque a dit c'est un coup de poignard dans le dos de l'État. Puisque n'importe qui va pouvoir faire n'importe quoi sans payer d'impôts sur le terrain de l'État, de la santé, de l'éducation, tout lâche les assos. Les gens se débrouillent eux-mêmes et c'est monté en explosion comme les coopératives. Ils sont toujours là, les mutuelles, les MMA, hein. Sans elles, il n'y aurait jamais eu de Belle Époque. C'est-à-dire que dans toute cette phase où on passe humaniste, vous avez l'arrivée d'acteurs nouveaux qui sont sociaux et solidaires, qui après peuvent devenir des entreprises normales. Par exemple, en 1929, crise de 29, les gens crèvent la dalle aux US, il y a la création de McDonald's, qui à cette époque-là est social et solidaire. C'est 2 médecins, c'est un repas pour 25 cents, il est créé en 1929. Avec du pain, un peu de légumes, un morceau de viande, machin, pour qu'ils mangent pour 25 cents. Comme vous avez la création de tout un tas d'autres structures, les machines à laver en commun, tous des trucs qui vont rester. Et ces organisations, en fait, qui sont très résilientes, puisqu'elles sont restées très puissantes, en fait, elles ont résisté à l'adversité, elles ont passé... Aujourd'hui, les plus grandes coopératives, par exemple, dans la banque, elles sont françaises. C'est le crédit agricole, c'est le crédit mutuel, c'est BPCE, c'est toutes ces structures-là. Pareil dans l'agriculture. Elles ont été très résilientes. Elles sont aujourd'hui interpellées par d'autres formes d'organisation, réseaux sociaux, plateformes d'échange nouvelles, qui se disent du partage. Et là, on a un conflit de valeurs violent. Uber n'est pas une entreprise de partage dans le sens je partage mon goûter avec toi, il ne partage rien, il pique 25% au chauffeur. Il n'y a aucun partage. Et donc critique en disant ah non, ça c'est pas de l'économie sociale et solidaire, partage rien. Et en plus, 4 € pour une course en vélo avec prise de risque. C'est baisser le niveau de protection sociale, ubérisation, qui va être critiqué. En ce moment, on a un conflit ouvert qui va monter entre les structures dites coopératives. Il ne faut pas croire qu'elles sont tombées de la dernière pluie, je peux vous dire, parce qu'elles savent s'organiser et elles ont le sens de l'histoire pour elles. Et donc, il y a un bras de fer contre sphère entre des sociétés dites du partage, mais qui ne partagent pas, et des sociétés sociales et solidaires, qui n'ont rien à voir. Alors, l'économie sociale et solidaire, alors là, du côté de la foule, c'est plébiscité par la population, c'est le partage, c'est la solidarité, c'est la convivialité, c'est merveilleux. L'opportunité, alternative, avenir, un petit peu effet de mode. Tout le monde veut devenir social et solidaire. La preuve, l'enquête qu'on fait tous les ans, on demande à la conférence des grandes écoles de nous donner les résultats, que vont faire les gens qui sortent des grandes écoles. École de commerce, école d'ingénieur et tout. Cette année, 53% d'entre eux veulent travailler dans l'économie sociale et solidaire. Créer leur propre boîte, c'est en 5e pour 3%. Et les entreprises à vocation sociale et solidaire, ils mettent leur capacité au service. Et attention, c'est pas croire que c'est de la sauce vieillotte, c'est des entreprises modernes, réseaux, extrêmement performantes. C'est pas du tout marginal, si vous voulez. On voit net sous nos yeux des nouveaux géants qui viennent de cela. Regardez les Échos, rien n'arrête la croissance du commerce coopératif en France. En pleine explosion. Pourquoi ? Alors je montre pour les coopératives qui ont la meilleure image qui soit. 82% des Français se sentent proches des valeurs coopératives. Dans un univers où on n'a plus confiance en personne, 75% sont prêts à travailler dans l'entreprise coopérative, 91% une bonne image, 90% sont prêts à consommer plus de produits issus ou commercialisés par des coopératives. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour la grande distribution ? On dit, toi, parce que tu es grande distribution, je ne veux pas acheter chez toi. Pour ton identité, être ou ne pas être une grande surface, être ou ne pas être une coopérative. Tu dois me démontrer que tu es social, solidaire, et donc explosion du commerce coopératif partout. Proximité, etc. Il ne suffit pas d'avoir des produits qui sont, ou des services qui sont humains, il faut être soi-même dans
Donc on voit une évolution. Alors sachez que ce n'est pas qu'ici, on est au tout début des coopératives africaines, au tout début des coopératives indiennes. Dans le monde, 1,2 milliard de personnes travaillent dans les coopératives. Beaucoup les voient comme le relais naturel des réseaux sociaux actuels, qui tomberont dans l'intérêt commun. Certains deviendront services publics, et donc il y en a pas mal, enfin je ne vais pas vous faire la liste, mais il y en a, en tant qu'analyste, je ne leur vois pas un avenir glorieux. Ça a été une première étape. À un moment donné, on pouvait se permettre de prendre le terrain. Et puis l'arrivée, alors tous les gens par ailleurs, je ne vais pas le développer là, eux ils prennent tous l'initiative. On a un entrepreneuriat comme on n'a jamais eu, qui n'est absolument pas solvable dans le concept de start-up, qui est une toute petite partie du problème. Voilà, ce que dit la dame, c'est-à-dire rien de ce qui me concerne, qui est conçu sans moi, n'est vraiment fait pour moi. Donc j'exige d'être concerné si on fait quelque chose qui me concerne. Sinon, ce n'est pas pour moi. Arrivée massive des utilisateurs dans l'innovation en réponse à l'insuffisante prise en compte de leurs besoins réels. Là, la révolution, mais j'ai déjà traité du conçu par D pour D, partout. Ça, c'est la conception d'un avion par les passagers. Cas du 787, Dream avion de rêve. Hein. Et partout, conçu par des femmes, par des gamers pour des gamers, par des sages-femmes pour des sages-femmes. Le logiciel le plus utilisé par les sages-femmes était conçu par elles. Si elles ont besoin d'un informaticien, nous lui demandons de venir, mais c'est elles qui savent ce que c'est que le boulot de sage-femme. Conçu par des médecins pour des médecins, par des conducteurs pour des conducteurs, par des pilotes pour des pilotes, par des guitaristes pour des guitaristes. Je peux vous en faire 100 comme ça. C'est une vague. On estime que dans une quinzaine d'années, 25% des produits seront conçus par les utilisateurs eux-mêmes, regroupés. Les jeunes agriculteurs, ce que vous voulez, l'association des... Alors dans la médecine, tous les malades sont associés. Et quand on parle des projections à long terme, là je prends le cas d'une boîte très américaine, Zenith Optimeter. On a analysé 100 études prospectives. Ils vous disent, à horizon de 25 ans, qu'est-ce qui va faire le break? 6 grandes valeurs. Edge of High Street, c'est qu'on trouvera dans la rue la possibilité de faire à peu près tout ce qu'on veut. Mettre le cas de printing, c'est pas terrible. Les marchés, la croissance des marchés émergents, là, le cas de l'Afrique que j'ai évoqué. Collectively Responsible Customer, on va avoir des associations de consommateurs responsables, ce qu'on voit déjà. Welcome to Social Cooperative, bienvenue à des structures qui seront coopératives et sociales, parce que coopérative, c'est un sens très précis dans le monde. Il y a beaucoup d'obligations qui prouvent que vous l'êtes. L'Internet des objets, assez banal, et démocratisation des contenus et de la création. C'est-à-dire, voilà, une des analyses les plus solides à long terme qui vous dit que ça va dans ce sens-là. Hein. Et puis alors, remise en cause de tout ce qui se dit social et solidaire et qui ne le serait peut-être pas. Alors là, ça passe au marbre. Exemple, je prends le cas du World Economic Forum. Hein, committed to improve the state of the world. Committed by qui? Qui a commis le World Economic Forum pour dire « je suis au service de l'amélioration du monde ». En fait, c'était créé par Klaus Schwab, un professeur fondé en 1971, professeur allemand, le Forum économique mondial. Il explique que c'est son enfance passée durant la Seconde Guerre mondiale qui l'a poussé à fonder une organisation visant à rendre le monde meilleur. Mais c'est devenu une énorme machine d'argent, c'est le truc le plus cher du monde. Il pèse plusieurs centaines de millions. C'est la seule conférence du monde où il y a 1500 jets d'affaires qui atterrissent quand même sur le plan. Période de remise en cause généralisée des institutions privées se déclarant sans preuve au service de l'amélioration du bien commun. Et je regarde la revue de presse. Ouais, crise globale, quel est le rôle de Davos? C'est les titres de presse. Hein. WEF, élitiste, polluant, lobby mondial des géants du business. WEF ne traite pas les problèmes de fond de la planète. Forum de Davos a le pouvoir des clubs d'élite transnationales. N'est pas représentatif de la société mondiale. L'illégitimité du World Economic Forum à représenter un monde meilleur. Le WEF au service d'un modèle qui avantage les ultra-riches. Les ONG boycottent le World Economic Forum depuis 2 ans. Au point que certains ont dit qu'il y a une pétition, c'est le dernier. Et pareil avec le format TED aux États-Unis, qui s'est effondré aussi vite qu'il était monté, parce qu'il y a critique. Si ça n'est pas, alors je dis, on ne peut pas s'affirmer social, solidaire, si on n'est pas. Les gens ne l'acceptent pas. Alors la bataille des valeurs sur la protection, on est tout au début. L'Europe a lancé le RGPD, hein, je ne vais pas rentrer dedans. Les États-Unis ont lancé SNIST, qui a relancé un format assez mou. La Californie lance un format qui est bien plus exigeant que celui européen. C'est la Californie qui mène le bal sur le respect des données. Elle va imposer le fait de payer les gens si on prend quelques données que ce soit. Et ce n'est pas fini, l'État de New York va dans le même sens et d'autres États, donc on n'est qu'au début de l'histoire. Et essayer de contrer le Cloud Act qui lui fait l'inverse, c'est-à-dire que le gouvernement américain oblige un réseau social à lui fournir toutes les données, fussent-elles à l'étranger, s'il y a demande de l'État américain. Et tous les pays sont vent debout contre le fait. Parce que comme le président peut dire il y a urgence pour faire un mort contre le Mexique, il peut dire il y a urgence que je récupère toutes les données qui sont sur les clouds américains. Donc on est dans une bataille ouverte qui est sur un fondamental. Et là,
au niveau international, on dit mais c'est quoi nos valeurs? Et là on revient aux valeurs philosophiques de base. Est-ce que l'être est un être intelligent, indépendant? Est-ce qu'on se réfère à la Déclaration des droits de l'homme qui s'appuie sur l'universalité de la condition humaine? Tout homme naît égal en droit et en devoir. Vous voyez, retour aux basiques fondamentaux. Il ne faut pas lâcher là-dessus. Et ici, je vous montre, ça c'est des résultats de workshops réalisés à New York et à San Francisco sur la maîtrise des technologies en cours. Ils regardent que l'intelligence artificielle, réalité augmentée et blockchain peuvent avoir un impact considérable sur la société, vous voyez ici. Et que la gouvernance est à niveau zéro. C'est-à-dire que personne ne contrôle. N'importe qui peut faire n'importe quoi aujourd'hui avec l'IA. Alors qu'il y a des possibilités inquiétantes. Problème de la vérité, Malebranche, philosophe, fondamental dans la philosophie. Aujourd'hui, fake news à tous les étages. Exemple, Theranos, une des plus grandes arnaques qu'il y ait jamais eu. Ils avaient quand même pesé 10 milliards de dollars, la petite dame là. Sacré numéro. Des promesses qui n'ont cessé d'augmenter avec une valeur qui s'est effondrée. Donc ça fait un coup très fort à Silicon Valley en disant on ne peut plus accepter que les gens racontent n'importe quoi. Les gens perdent beaucoup et on a effectivement des boîtes, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les boîtes qui s'effondrent sur des promesses. Mais ça va plus loin que ça. Nous, à l'Académie des technos, on a interpellé tout le temps. Est-ce que c'est une techno sérieuse? Est-ce qu'il faut suivre ça? Par exemple, là, cette étude Clinical Nutrition, qui a été menée d'ailleurs par des grands chercheurs de l'Université de Bordeaux, ils ont regardé les études scientifiques relayées par les médias. Vous voyez, dans les médias, une étude scientifique a montré que si vous mangez de l'avocat, vous aurez un cancer à coup sûr. Vous voyez ça tous les matins. Vous savez, les aliments proscrits contre le cancer. Ou inverse, les aliments qui vous sauveront du cancer. Ils ont dit ça, c'est quand même important parce que les gens, ils aimeraient savoir ce qu'il faut manger ou pas. C'est dans leur droit. Or, tout est pipé. Et ils ont pris 200 études. Est-ce que le vin, les tomates, le thé, le lait, les œufs, le blé, le café, le beurre, le bœuf, ça donne le cancer ou l'inverse? Autant d'études dans chaque côté d'une pipe. Et en fait, la plupart vont s'effondrer au bout de quelques mois parce qu'on dit études scientifiques. Attendez, moi j'ai dit à la diligence, études scientifiques de qui? Une obscure université du Nord Dakota dont on n'est pas sûr qu'elle existe. Et puis vous allez voir, c'est un projet de thèse d'un étudiant qui est mort. Et que, bon, on a raccroché à je ne sais quoi, et ces tombes, elles vont être réfutées après. Les gens ont le droit de savoir, de dire, écoutez, aujourd'hui, moi j'aimerais avoir une vie saine. Arrêtez, il y a des gens qui font de la pub, on est tellement sûr qu'on va vous arnaquer, on est tellement sûr. Non, ça vous dit rien? Bon, vous avez vu, comme j'aime, vous avez vu, la boîte qui monte. Bon. Donc, il va occuper le terrain de l'information. Or, les gens ont droit à une information vraie. C'est un des fondamentaux, un acquis de la Renaissance, vous voyez, texte intégral. L'information doit être systématiquement vérifiée et garantie. Ici, vous avez une excellente étude sur le sujet. Il y a eu plus de 200 experts, ça s'appelle Santé 2030, analyse prospective innovation en santé, menée de façon extrêmement sérieuse par un des meilleurs instituts de prospective qui s'appelle Futurib. Les gens ont droit à une info. Et on dit il faut absolument bloquer les fake news. On en a tout le temps, et des graves et dans des domaines dont on n'a pas idée. Parce qu'on nous avait promis une société de l'information. Or, on est une société de la désinformation. Pourquoi? Parce qu'on peut communiquer directement avec tout le monde en passant au-dessus de la tête de toutes les académies, de tous les analystes, de tous les journaux, en direct. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé le contre. Et c'est celui qui crie le plus fort qui passe. Vous avez le cas de Musk, 95% de fake news. Bon, je passe. Alors, inquiétude aussi des gens sur l'utilisation des nouvelles technos. Ça, c'est une étude faite par Opinionway pour le secrétariat d'État au numérique, qui a dit, alors, quand on vous entendez d'innovation numérique, c'est bien, comme Linky, les gens vous disent performant, techno, recherche, et puis tout en bas, c'est sur 13 points, plaisir et bien-être 11, produits réellement utiles 9. À démontrer. Application IA, Big Data de la robotique inquiète la société. Big Data, vous voyez ici, inquiétude. Pas à tort, il y a du Big Brother. Par exemple, quand Cédric a fait son rapport sur l'intelligence artificielle, il n'a pas fait exactement ce qu'on lui demandait. Il demandait de faire un point, il a mis « donner un sens ». Parce que là, c'est clé, on a un outil extrêmement puissant qui peut faire très mal. Et donc, il est parti sur le sens. Certains disent, c'est pas ce qu'on t'avait demandé. Ben oui, mais c'est fondamental, il est philosophe, Cédric, il n'est pas que il est mathématicien. Quel équilibre entre liberté individuelle et équilibre de la société? Ça, c'est un centre de contrôle de la ville de Rio. Il va être multiplié par 10 pour analyser tout le monde, par le nouveau président, pour être sûr de bien... Ici, vous avez quelle société on veut face à des technos en mesure de contrôler tous les individus. En Chine, aujourd'hui, on peut contrôler, nous on y va souvent. Tous les Chinois peuvent être contrôlés, analysés, ils ont leurs données. Alors c'est très bien ressenti par la population, contrairement à ce que les gens voudraient croire. Pourquoi? Il y a beaucoup moins de vols, etc. Tout le monde est dans les clous. Tout le monde a une note sociale. Vous pissez contre un monument, vous perdez 2 points.
Hein, vous êtes sous dans la rue, vous perdez 5 points, vous critiquez le Parti communiste, vous perdez 35 points. Et puis pour les rattraper, il faut faire preuve qu'on soutient la société. Et sinon, il y a 23 millions qui n'ont pas le droit de voyager parce qu'ils n'ont pas une bonne note. Il faut attendre qu'ils retrouvent leurs points, comme chez nous. Alors, ça peut être une société souhaitée. Hein, est-ce que c'est celle que nous, on veut? C'est maintenant qu'il faut le décider. Hein. Ici, vous voyez, c'est moi, là, c'est Sylvie, tout ça. On a notre dossier sur place. Tout, les paie d'ailleurs depuis le temps. Alors, nos amis chinois peuvent avoir leur vision, on doit avoir aussi la nôtre. Ça se décide avant de le faire. Avant de le faire, ce ne serait pas des pays où des gens ont été mis en prison grâce aux outils qu'on leur a vendus. Quand je dis on, que les sociétés françaises auront vendus. D'analyse, de tri par rapport à des gens qu'on estime dans ces pays-là comme devant être éliminés. Voilà. Alors, on dit, mais c'est qui les gilets jaunes? Il y a une boîte qui sait exactement ce que sont les gilets jaunes, avec 500 variables par individu, c'est Facebook. Ils sont tous sur des plateformes Facebook, tout. Le mail, le truc, leur pensée, tout ce que vous voulez. Alors, retour des valeurs de progrès, de nouvelles valeurs politiques. Je ne sais pas si vous avez vu, on a un jeune président qui a fait une lettre à tous les pays européens en appelant une renaissance européenne sur la base de la liberté et du retour aux valeurs de progrès. Alors, je n'ai pas d'avis. Hein. Est-ce que c'est de l'opportunisme politique? Ça tombe bien, c'est une vague qui balaie la planète. Donc, et puis, il est sorti, 3 jours, les conseillers directs, le progrès ne tombe pas du ciel. Hein, voilà. Stratégie, et les stratèges de Macron s'expliquent en disant non, en fait, c'est le progrès qu'on voulait. Startup Nation, c'était pour rire. En fait, c'est le progrès pour tous. C'est pas que 0,1% de la population. Donc voilà, ça veut dire. Alors, attendez-vous à ce que ça monte, parce que pour l'instant, on n'a rien trouvé d'autre que progrès pour regrouper les gens. Comme à la belle époque. Il faudra dire quelque chose de nouveau, quoi? Déjà les valeurs. Alors, il y a un des membres, c'est Cédric Villani, qu'on connaît bien, il est venu souvent mardi. Vous voyez ici, c'est quand il était à l'Institut, Poincaré. Vous avez le portrait de Poincaré, et vous avez un bouquin, on va zoomer sur le bouquin, Le Progrès. Gros bouquin de ce qui était remis à tous les jeunes qui passaient le certificat d'études. C'est un fanatique du progrès, il dit pour le progrès, fait des conférences, on est allé à Lyon, le Progrès de Lyon, c'est le journal qui a été fait à cette époque-là. Peut-on encore croire au progrès? Il est progressiste. Dans la vision de la Renaissance, c'est-à-dire un grand scientifique ne doit pas se complaire dans les délices de la science. C'est-à-dire rester dans les amphis, dans les bibliothèques et faire des... Il doit aller au terrain, il doit aller être au service de la société. Il doit gérer la cité et tout. Il est dans cette logique-là. Et lui, on ne peut pas dire que c'est de l'opportunisme, ça fait 20 ans qu'il est pour ça. Hein, c'est-à-dire qu'on doit apporter sa contribution.